Mesdames, Messieurs, bonjour. Poil à gratter des régimes politiques au Sénégal, en tout cas empêcheurs de violer impunément les droits de l'homme. Droits de l'homiste jusqu'au bout des ongles, il n'est pas applaudi par tout le monde. Ses positions tranchées poussent certains à le considérer comme un opposant qui se cache derrière le voile de la société civile. Mais Seydi Gassama n'en a cure. L'actualité cette semaine est justement dominée par le sujet des droits de l'homme avec la présentation par l'État du Sénégal de son rapport relatif aux droits civils et politiques devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies réuni à Genève. Un rapport marqué par des sonorités discordantes dans la voix officielle du Sénégal, notamment sur le dossier Karim Wade, ancien ministre d'État condamné avant d'être gracié à une peine de 6 ans d'emprisonnement et 138 milliards de francs CFA d'amende par la Cour de répression de l'enrichissement illicite. D'autres aspects non moins importants de la situation des droits de l'homme ont été évoqués dans le rapport que nous commenterons avec l'invité du jury du dimanche, le directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal, Seydi Gassama. Bonjour et bienvenue. Bonjour Mamoudou, bonjour à tous les auditeurs de e-radio, une radio qui s'est déjà imposée dans le paysage médiatique sénégalais et à qui je souhaite longue vie, beaucoup de succès. En tout cas, on n'a pas de doute qu'avec un peu de chance, la radio va rayonner, vu la qualité de ses dirigeants et la qualité de l'équipe qui travaille dans ce média. Merci. Seydi Gassama, quel commentaire vous inspire justement les développements autour du passage du Sénégal devant le Comité des droits de l'homme de l'ONU? Un communiqué du ministère des Affaires étrangères qui précise que la délégation sénégalaise à Genève n'a jamais pris d'engagement allant dans le sens d'une réhabilitation de Karim Wade, encore moins d'une réparation d'un quelconque préjudice financier. Vous avez suivi certainement cette question. Que vous inspirent ces développements? Oui, d'abord je voudrais me réjouir que le Sénégal ait présenté enfin ce rapport, parce que ce rapport a été dit depuis 2000. Donc ça fait très longtemps que le Sénégal a présenté un rapport devant le Comité des droits de l'homme. Vous savez qu'en vertu du pacte, les États membres, une fois que vous adhérez au pacte, une année après, vous devez présenter votre premier rapport et après, c'est tous les 4 ou 5 ans que vous devez présenter un rapport périodique pour faire au comité le point de la mise en œuvre des dispositions du pacte au niveau national. Donc, il est vraiment important que le Sénégal présente régulièrement ses rapports et je crois que beaucoup d'efforts ont été faits en ce sens. Il faut aussi rappeler aux auditeurs que pendant cette semaine, le Sénégal a présenté quand même 2 rapports. Aussi bien pour le pacte sur les droits civils et politiques que pour le traité jumeau du pacte sur les droits civils et politiques, le pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, qui est un instrument extrêmement important, en tout cas pour les pays en développement où beaucoup de droits, comme le droit à la santé, au logement, à l'éducation, sont encore mis en œuvre de façon insuffisante. Il est important que les Sénégalais s'intéressent à ce que l'État dit sur la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels. Mais bon, on s'est beaucoup focalisé sur le pacte sur les droits civils et politiques. Et le dossier Karim Wade. Sur le cas Karim Wade, alors qu'il y a énormément d'autres sujets extrêmement importants qui ont été évoqués. Des notes discordantes, comment vous comprenez c'est cela? Déplorable, c'est vraiment déplorable. Et moi, je ne peux pas croire qu'à un niveau aussi haut de responsabilité, il puisse y avoir des dissonances. Ce que je veux simplement dire, c'est que cette question était attendue, parce que rappelez-vous bien, le comité des droits humains, le comité des droits de l'homme, avait déjà fait des recommandations à l'État du Sénégal, à savoir réviser les procès de Karim Wade. Le Sénégal avait eu un délai de 6 mois pour s'exécuter. Rappelez-vous bien, le président Macky Sall d'ailleurs, quelque temps après les recommandations du comité, avait clairement dit si je suis réélu, je peux tous envisager, dans le cadre d'une réconciliation nationale, pour remettre les Sénégalais ensemble, je suis prêt à tout envisager, y compris amnistier ces personnes. Cette déclaration laissait entendre, évidemment, la volonté dans laquelle l'État du Sénégal voulait aller. Donc, si ces fonctionnaires sont certainement allés dans cette direction, c'est parce qu'évidemment,
un haut fonctionnaire et analyse toutes les déclarations des autorités. Oui, sauf qu'il semble être dit ici que ces fonctionnaires ont outrepassé leurs prérogatives. Vous avez lu certainement le communiqué du ministère des Affaires étrangères qui dit qu'aucun engagement n'a été pris allant dans le sens d'une réparation ou d'une réhabilitation de Karim Wade. Ce serait extrêmement grave que le Sénégal dise que voilà, le comité des droits de l'homme a fait des recommandations et moi je n'ai pris aucune mesure pour mettre en œuvre ces recommandations. C'est extrêmement grave. C'est d'autant plus grave que le Sénégal est le président du Conseil des droits de l'homme. Aujourd'hui, dans tout ce qui est système de protection des droits humains au niveau des Nations Unies, c'est le Sénégal qui est à la tête. Vous ne pouvez pas être à la tête du Conseil des droits de l'homme et dire moi je n'applique aucune recommandation du Conseil des droits de l'homme. Quelle est la valeur de ces recommandations? Mais elles ont une valeur, est-ce qu'elles ont une valeur contraignante, une force contraignante? Le pacte lui-même a une valeur contraignante sur l'État du Sénégal. Oui. Le pacte sur les droits civils et politiques, une fois que vous le ratifiez, il est juridiquement contraignant pour vous. Il a une valeur supranationale, ce que reconnaît d'ailleurs l'État du Sénégal. Et il s'impose sur vos lois nationales. Vous devez tout faire pour mettre d'ailleurs, l'intégrer dans vos lois nationales, pour qu'évidemment les juges puissent l'appliquer dans les cours et tribunaux. Donc, le pacte a une force contraignante pour l'État du Sénégal et le pacte a prévu la création d'un comité d'experts. Alors, les 18 membres du comité d'experts, ce sont des gens qui sont présentés par leurs États, mais une fois qu'ils sont élus, ils y siègent comme experts. Ils ne reçoivent d'instruction d'aucun État. Et d'ailleurs, si un Sénégalais était dans ce comité, il aurait quitté la salle pendant qu'on examinait la situation du Sénégal. Donc, c'est en toute indépendance que ces experts siègent. Oui. Et ils sont chargés de rappeler aux États leurs obligations en vous disant, vous avez ratifié le pacte, vous avez commis des manquements, voici les réparations que nous vous proposons d'apporter, n'est-ce pas, par rapport à ces manquements. Donc, qu'un État dise ensuite, oui, ce que disent ces experts ne m'engage pas, ce n'est pas contraignant, c'est assez curieux. Hein. En tout cas, généralement, les grands États, je ne parle pas des États-Unis, hein, mais si vous prenez les États européens et beaucoup d'États en Afrique d'ailleurs, lorsque ces organes font des recommandations, ils mettent tout en œuvre pour les appliquer. En tout cas, le régime d'Abdou Diouf avait quand même accepté les recommandations de ces organes. Je rappelle un cas très célèbre, c'est le cas de Famara Koné, c'est un activiste maoïste, trotskiste là, qui avait été arrêté, je crois, au Sénégal oriental, emprisonné, torturé, qui ensuite, comme Karim Wade l'a fait, a saisi le comité des droits de l'homme. À l'époque, le comité avait non seulement demandé au Sénégal de faire des réparations, mais le Sénégal avait présenté des excuses à Famara Koné. Il avait d'ailleurs été indemnisé de façon substantielle. Je crois qu'il avait reçu un terrain ou une maison, des choses comme ça. Il est décédé quelques temps après. Mais cela montre que le régime d'Abdou Diouf avait quand même accepté ces recommandations, a considéré que ces experts lui ont rappelé ses obligations et qu'il doit évidemment s'exécuter. Donc le Sénégal a une longue tradition de respect de ses engagements internationaux. Mais sur ce point précis, des sanctions sont même annoncées à l'encontre des membres de la délégation sénégalaise, notamment contre le directeur des droits de l'homme au ministère de la Justice. Le gouvernement n'est pas apparemment dans les dispositions d'aller dans le sens d'une réhabilitation et d'une réparation, comme ce que j'ai dit, ce serait vraiment dommage que l'État du Sénégal dise que moi, je ne respecte pas du tout évidemment les recommandations du comité. Je fais ce que je veux. Ce serait vraiment curieux parce qu'en plus de présider le Conseil des droits de l'homme, le Sénégal accueille, je crois, la semaine prochaine, une retraite du Conseil des droits de l'homme ici au Sénégal. Donc, beaucoup d'ambassadeurs de Grande-Bretagne, de beaucoup de pays occidentaux seront à Dakar pour cette retraite. Donc, on ne peut pas avoir un tel niveau de responsabilité au niveau international et dire je n'applique pas ces recommandations pour des raisons politiques. Ça aurait été une autre personne, ils auraient appliqué les recommandations, mais parce que c'est Karim Wade, on ne va pas les appliquer. Est-ce que c'est pour des raisons politiques ou pour une question de logique? Parce que pour rappel, Karim Wade condamné à 6 ans de prison ferme, ensuite gracié, mais il n'y a que les sanctions pécuniaires ne sont pas effacées par la grâce, notamment une amende de 138 milliards de francs CFA, assortie d'une contrainte par corps. Est-ce que l'État peut aller dans le sens d'une indemnisation de Karim Wade alors qu'il fait lui-même l'objet d'une condamnation d'amende de 138 milliards de francs CFA? L'État du Sénégal s'est fourvoyé depuis le début avec cette affaire de Karim Wade. Ah bon? Depuis le début.
Lorsqu'ils ont réactivé la CREI, il y avait beaucoup d'experts dans ce pays, pas seulement dans la société civile, mais même au niveau international, qui ont conseillé à l'État du Sénégal de s'y prendre autrement. Personne n'est contre la réduction des comptes. Nous sommes un pays très pauvre. On ne peut pas accepter que les dirigeants politiques puissent piller les ressources du pays pour s'enrichir au détriment du peuple. Donc tout le monde est d'accord pour la réduction des comptes. Mais la réduction des comptes, pour qu'elle soit légitime, pour qu'elle soit acceptée, il faut qu'elle respecte également les droits des personnes poursuivies. C'est pour cela que dès le départ, évidemment, on avait tiré la sonnette d'alarme en disant « Faites attention, vous allez vers d'énormes difficultés en utilisant la CREI ». Vous voyez, dès le départ, c'est d'abord la Cour de justice de la CEDEAO qui a considéré que Karim Wade, parce qu'il avait été ministre, et Baldé et tous les autres, aurait dû être jugé par la Haute Cour de justice, qui est une cour prévue par la Constitution du Sénégal pour juger les chefs de l'État et les ministres pour les actes commis dans le cadre de leurs fonctions. C'est votre conviction encore aujourd'hui? L'État du Sénégal, quand la Cour de justice de la CEDEAO a rendu cette décision, qui était contraignante pour le Sénégal, parce que la Cour de justice de la CEDEAO, ces décisions sont contraignantes pour les États. Ils ont dit on n'applique pas. Ils ont continué avec la CREI. Ensuite, il y a eu le groupe de travail sur la détention arbitraire qui a considéré qu'il y a eu des manquements graves, n'est-ce pas, par rapport au pacte, parce que le pacte prévoit que pour toute personne jugée, des recours doivent être offerts à cette personne-là. Or, la CREI ne présentait pas de recours pour la personne des recours de fond pour la personne qui est condamnée. Donc, le pacte, le groupe de travail a considéré que c'est une détention arbitraire. Ensuite, le comité des droits de l'homme. Quand même, les désaveux sont nombreux. Les désaveux d'une cour de justice aux décisions contraignantes, on n'applique pas. Ensuite, le groupe de travail de détention arbitraire, qui se base sur le pacte, un instrument contraignant pour le Sénégal, qui dit la détention arbitraire, il faut réparer, on dit on ne répare pas. Ensuite, c'est le comité des droits de l'homme, mais c'est quand même trop. C'est quand même trop pour l'État du Sénégal. Oui, donc, aujourd'hui, il faut réparer. Il faut réparer. Il faut mettre en œuvre. En quoi faisant? Il faut mettre en œuvre, évidemment, la décision du comité des droits de l'homme, à savoir réviser le procès de Karim Wade. Il faut le réviser. Les révisions de procès sont effectivement prévues par la loi sénégalaise. Il faut réviser le procès. Il faut mettre en œuvre les recommandations du comité des droits de l'homme. Si on est une nation civilisée qui respecte sa signature et ses engagements, on doit réviser ce procès. Sur ce plan légal, rien ne s'y oppose. Des auditeurs sur Facebook vous interpellent justement, puisque vous parlez du sujet, ils aimeraient savoir ce que pourrait encourir le Sénégal s'il ne suivait pas, s'il n'appliquait pas ces recommandations. Est-ce qu'il y a des risques? Il y a évidemment des risques. Est-ce qu'au nom de la souveraineté du Sénégal, l'État ne peut pas nous opposer au comité que les juridictions nationales se sont prononcées sur la question et que ce dossier, comme on dit, a atteint l'autorité de la chose jugée? Vous savez, lorsque vous vous engagez au niveau international, vous acceptez quand même que votre souveraineté, vous puissiez renoncer à des parcelles de votre souveraineté. C'est la Constitution du Sénégal qui dit que les traités internationaux, une fois ratifiés et entrés en vigueur, ont une force supérieure aux lois nationales. On ne peut pas dire qu'on est souverain, qu'on ne peut pas appliquer les dispositions de ces traités. Quels sont les risques encourus? Les risques, moi je pense que le risque essentiellement, c'est la réputation du pays. La réputation du pays, nous appelons nullement aux sanctions économiques ou d'autres types de sanctions, parce que généralement ce sont les faibles et les pauvres qui souffrent de ces sanctions. Mais je pense que le Sénégal a été le chouchou des bailleurs de fonds, le chouchou de la coopération internationale, parce que simplement c'était une nation démocratique, respectueuse des droits humains. En tout cas, en Afrique, elle était la référence en matière de respect des engagements internationaux. Si on arrive évidemment à un moment où on dit, on a signé, on s'est engagé, mais on ne respecte pas parce qu'on est souverain, évidemment, on entend le même discours de Robert Mugabe, le même discours d'autres dictateurs africains. Et cela n'est pas digne du Sénégal. Et ce n'est pas ce que nous attendions de Macky Sall. Nous attendions qu'après le départ d'Abdoulaye Wade, qu'il y ait un bon qualitatif par rapport au respect des droits humains, par rapport au progrès démocratique. Pas qu'on nous ramène ce type de discours où on dit on est souverain, on fait ce qu'on veut. En tout cas, la réputation du Sénégal sur le plan international va prendre un sacré coup. Parce qu'à chaque fois que le comité aura l'occasion de rappeler ce manquement, il le rappellera. Vous, défenseur des droits de l'homme ici au Sénégal, vous vous rangez derrière les recommandations du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Vous savez, les instruments sur la base desquels nous travaillons, sur la base desquels nous interpellons les États, ce sont ces instruments internationaux.
on n'a pas d'autre fondement de travail que ces conventions internationales, que l'État signe, ratifie et dont nous demandons la mise en œuvre. On n'a aucun fondement pour dire respecter la liberté de manifestation, respecter le droit à un procès équitable, si ce n'est pas sur la base du pacte international sur les droits civils et politiques. Donc pour nous, l'État doit appliquer les recommandations du comité, à savoir réexaminer le procès de Karim Wade ou en tout cas tirer les conséquences qu'il juge nécessaires et qui pourraient satisfaire le comité des droits de l'homme. Et même aller dans le sens d'une réparation pécuniaire. Si le comité... Alors qu'il y a une amende de 138 milliards qui pèse sur la tête de M. Karim Wade. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Si l'État du Sénégal avait écouté tous les experts et avait utilisé les juridictions ordinaires pour poursuivre Karim Wade, ils auraient pu obtenir ce qu'ils voulaient avec les juridictions ordinaires. Ils auraient pu. Il suffit qu'on donne aux magistrats le temps d'enquêter, qu'on utilise tous les commissions rogatoires qu'il faut. On aurait pu avoir les mêmes résultats. Pour vous, la CREI, c'était la mauvaise juridiction. Mais c'est une abomination, parce que Diouf l'a créée, elle a tout de suite mis en sourdine. Depuis 1981, plus personne n'a parlé de cette juridiction. Elle n'était même plus dans l'ordonnancement des cours et tribunaux du Sénégal. Seydi Gassama, invité du jury du dimanche d'e-radio, nous allons justement écouter un auditeur vous interpeller sur le sujet Karim Wade. De quelqu'un va se ranger pour amnistie, c'est-à-dire défendre le procès inégal ou illégal de Karim Wade, ou de l'autre côté défendre l'intérêt des Sénégalais, c'est-à-dire demander là où se trouve l'argent du pays ou du contribuable. Pour lui, il y a une contradiction dans votre position. Alors nous, notre objectif premier, c'est de défendre les intérêts des Sénégalais. Nous ne défendons pas des intérêts individuels, c'est les intérêts des Sénégalais. Donc nous sommes pour la réduction des comptes. Mais comme je l'ai dit, et tous les juristes sont d'accord dessus, plus les accusations qui pèsent contre quelqu'un sont graves, et plus vous devez lui donner tous les moyens de se défendre. Malheureusement, la CREI, elle porte des accusations extrêmement graves sur des personnes, et elle ne leur donne pas les moyens de se défendre. C'est là où se trouve le grand problème. Je ne vais pas revenir d'ailleurs sur comment toutes ces accusations ont été formulées. Parce que si vous voyez, nous avons reçu beaucoup d'informations sur les différents dossiers, que ce soit Karim Wade, Abdoulaye Baldé ou les autres. Nous avons reçu énormément d'informations. Si vous voyez comment les patrimoines de ces personnes ont été évalués, mais c'est parfois de façon fantaisiste. Des maisons à Ziguinchor qu'on évalue à des centaines de millions. Moi, j'habite Ziguinchor. On connaît bien ce que vaut un terrain à Ziguinchor. Des terrains à Cabrousse évalués à 300 millions. C'est des évaluations fantaisistes de vos biens. On grossit ces montants. On dit à l'opinion publique, voici, il vous doit 20 milliards. Donc on vous jette en pâture à l'opinion publique. Et ensuite, on demande au juge de vous amener à l'abattoir. La convention, on a également parlé de renversement de la charge de la preuve. Oui, ce renversement est prévu par la Convention des Nations Unies de lutte contre évidemment la corruption, etc. Mais c'est là où se trouve le hic. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de justifier de l'origine d'un bien si vous ne pouvez pas que ce bien lui appartient. Or, dans ce cadre de poursuite de la CREI, on a attribué beaucoup de biens à des personnes qui, de toute évidence, ne leur appartiennent pas. La preuve, aujourd'hui, on ne peut même pas vendre ces biens. Parce que les vrais propriétaires des biens sont en train d'initier des poursuites judiciaires en France. Et ils ont même fait de communiquer à la presse sénégalaise pour mettre en garde toute personne qui serait amenée à les acheter. L'État a quand même annoncé, il n'y a pas très longtemps, avoir recouvré une partie des biens, Seydi Gassama. Mon ami vous doutez de ces informations données par l'État du Sénégal? Un montant même de 50 milliards, de façon précise, avait été annoncé. Moi, je doute de ces informations parce que mon ami Birahim Seck leur demande de dire où est-ce que cet argent a été mis. Et c'est une loi de finances rectificative qui a permis évidemment d'inscrire cet argent dans les budgets. Oui, cette loi de finances rectificative avait été présentée. Au moins d'un montant de 50 milliards de francs CFA. Inclut ces montants. Bon, c'est très bien si l'argent a été récupéré. Mais qu'on nous dise maintenant clairement, on l'a récupéré de qui et de quelle personne? Moi, tout ce que je sais, c'est que
pour certaines de ces personnes, les biens qui leur ont été attribués, évidemment, sont contestés, il faut l'objet de contestation devant des juridictions internationales. Alors, des sanctions contre des membres de la délégation sénégalaise au comité des droits de l'homme. Je désavoue entièrement ces sanctions. J'estime que aussi bien le juge Moustapha Ka, que je connais depuis maintenant une vingtaine d'années, qui a passé de longues années à la direction des affaires criminelles et des grâces, donc c'est l'un des juristes qui connaît le mieux les questions liées aux droits de l'homme, les questions liées aux organisations internationales. Samba Seck Ndiaye aussi, qui était membre de la délégation, est un procureur. Tous les deux sont des procureurs d'ailleurs. Le directeur de cabinet voilà, du ministre de la Justice. ce sont des magistrats chevronnés. Les collègues des affaires étrangères qui les ont accompagnés, qu'ils soient de Dakar ou de Genève, sont des jeunes diplomates, mais très expérimentés. Tous ont 10 ou 20 ans de carrière. Donc, mais ici, l'État dit qu'ils ont outrepassé, ils auraient outrepassé leurs prérogatives. Les réponses qui ont été données par le procureur K, par Moustapha Ka, sont exactement les réponses qu'un État responsable aurait données face à une interpellation des Nations Unies. Vous êtes président du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, donc vous êtes à la tête de tout le système. Le comité devant lequel vous êtes avait déjà fait des recommandations que vous devez appliquer. Et je suis d'ailleurs surpris parce qu'il a dit, nous avons déjà, il a cité, énuméré les mesures qui ont été prises. Il a dit, on nous a demandé de mettre fin à la détention. On en a mis parce qu'il y a un décret qui est intervenu pour gracier Karim. Oui. Est-ce que la grâce, la grâce, c'est quand même une prérogative constitutionnelle du chef de l'État? Mais vous savez, lorsque les Nations Unies nous font des recommandations, vous devez prendre des mesures en interne pour les mettre en œuvre. Oui. Les Nations Unies ne peuvent pas vous dire libérez telle personne et vous venez ouvrir votre prison pour qu'elle sorte. Oui, mais est-ce qu'il y a un lien, mais vraiment, entre la grâce accordée à Karim Wade et la recommandation de ces instances internationales? Très certainement, je ne suis pas dans le secret du ministère de la Justice, mais tel que cela a été dit, il semble que la grâce est une réponse déjà, soit à la recommandation du groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, qui avait demandé de mettre à la détention arbitraire. Au contraire, sur cette question, il y a eu en son temps toute une polémique. Oui, mais on a dit qu'un des avocats de Karim Wade a demandé la grâce en sa faveur à l'époque. Il y a eu tout un débat, oui, toute une polémique. Vous savez, au niveau national, tout est possible. Un avocat peut demander, mais bon, c'est toujours une porte de sortie qui est offerte à l'État pour pouvoir satisfaire une recommandation d'un organe onusien. Moi, je suppose que, en tout cas, tel que cela a été présenté, la grâce semblerait répondre soit à une recommandation du groupe de travail, évidemment des Nations Unies, qui demandait à ce que la détention arbitraire prenne fin. Et ensuite, il a dit, écoute, on nous a demandé de réparer, nous ne sommes pas contre la réparation. Mais écoutez, le fait qu'il y ait réparation, et le fait que le Conseil des droits de l'homme ait déjà dit que le procès était un procès injuste, inéquitable, qu'il fallait reprendre, cela montre toutes les conclusions du procès. N'est-ce pas? Tout ce que le procès a couché en termes de condamnation, ça doit être revu. C'est cela la conséquence de la recommandation du comité des droits de l'homme. Quand il faut réexaminer à la fois la condamnation et le procès lui-même. Donc, le comité estime que, n'est-ce pas, le procès qui a été organisé par la CRI est injuste et que le résultat de ce procès-là est évidemment nul et sans effet. C'est ce que le comité dit ou c'est votre interprétation? C'est ce qu'il dit exactement. Ah oui? Il n'y a pas d'autre lecture à en faire. Le seul comité dit reprenez le procès. Quand vous révisez un procès, c'est parce que le procès, évidemment, soit il y a des éléments nouveaux que vous amènent à réparer le procès, soit parce qu'il y a une instance internationale qui vous dit que le procès n'a pas été fait suivant, évidemment, les normes et les standards internationaux. Il faut le reprendre. Et si le procès doit être repris, ça montre que toutes les conclusions, tous les verdicts de la CRI, évidemment, est remis en cause. Au regard de ce que vous venez de dire, est-ce qu'on peut en tirer la conséquence que Karim Wade n'aurait plus besoin d'avoir à bénéficier d'une amnistie? En tout cas, si on suit la logique du comité des droits de l'homme, parce que le comité des droits de l'homme ne parle pas d'amnistie, il demande de réexaminer évidemment le procès de Karim Wade, ce que le comité dit clairement, c'est de reprendre le procès, en faisant en sorte qu'il y ait toutes les garanties, n'est-ce pas, qui sont données par les normes et standards internationaux, à savoir l'égalité des armes entre l'accusation et l'accusé, parce qu'évidemment, la CRI, on se focalise très souvent
sur l'absence de recours. Il y a des recours, mais c'est pour le procureur. C'est la défense qui n'a pas de recours. Le procureur, il a des recours. Elle en a utilisé et abusé pendant toute la procédure. Par contre, c'est la défense qui n'a pas eu de recours. Et cela constitue une rupture de l'égalité des armes entre la défense et l'accusation. Donc, c'est un procès qu'il faut réviser. C'est cela que le comité des droits de l'homme demande. Et si le comité demande qu'on révise le procès, ça signifie que tout le résultat de cette procédure-là, évidemment, doit être remis en cause. Une question indiscrète, Seydi Gassama. Avez-vous été associé en tant qu'Amnesty International à la préparation du rapport présenté à Genève par l'État du Sénégal? Ah oui, et ça je dois le saluer, de plus en plus, en tout cas depuis une dizaine d'années, depuis l'époque où Mamba Signan, que Dieu la reçoive au paradis, était ministre des droits de l'homme, elle avait créé ce qu'on appelle le Conseil consultatif national des droits de l'homme, où toutes les organisations des droits de l'homme du Sénégal sont invitées. Et les rapports du Sénégal sont tous étudiés, discutés dans le cadre de ce comité. Et Amnesty International est représenté dans ce comité. Donc, et ça a été le cas aussi pour cette fois? Pour tous les rapports. Pour tous les rapports. Donc nous, le problème, ce n'est pas le rapport du Sénégal en tant que tel, ce sont les réponses évidemment qui sont données au rapport. Ok, on va essayer d'évoluer, on reviendra sur le rapport, absolument. Mais il y a quand même une conjoncture politique qui est là et j'aimerais bien vous interroger dessus. Amnesty International suit également les développements également au plan politique. Alors, Seydi Gassama, le refus du pouvoir d'aller dans le sens des recommandations de l'instance onusienne sur le dossier de l'ancien ministre d'État Karim Wade, puisque nous parlions de lui, peut-il être de nature à remettre en cause la réconciliation en grande pompe entre le président Macky Sall et son prédécesseur Abdoulaye Wade? Vous savez, il faut être très clair. Je crois que tout le monde sait que l'objectif premier d'Abdoulaye Wade, c'est la réhabilitation de Karim Wade. Que cela soit le fait de la mise en œuvre d'une décision onusienne ou le fait de tractations entre partis politiques ou de médiations des chefs religieux, le plus important pour lui, je crois, et je crois que tous les Sénégalais pensent cela, c'est la réhabilitation de son fils. Tractation, vous dites, mais sauf qu'on nous dit que le cas Karim Wade n'aurait pas été abordé lors de leur audience au palais le 12 octobre dernier. Mais vous savez, j'ai toujours dit, ça peut ne pas en tout cas, ça ne transparaît pas dans le communiqué final. Ce cas peut ne même pas être évoqué lors de cette audience où vous aviez des délégations. Mais les canaux de discussion entre Abdoulaye et Macky Sall peuvent très bien exister, n'est-ce pas? Et beaucoup de gens dans les états-majors des deux partis peuvent ne pas être au courant de ce qui se discute. Il y a toujours des émissaires pour faire les bons offices entre les deux. Et on sait que ce type d'émissaire ne manque pas dans ce pays. Donc, l'objectif d'Abdoulaye Wade reste évidemment la réhabilitation de Karim Wade, quelle que soit la voie par laquelle elle puisse intervenir. Si ça peut être la mise en œuvre d'une décision onusienne, ça peut être évidemment des discussions qu'il aurait directement avec le président Macky Sall. Ça peut aussi être évidemment le fait, je ne dirais pas de pression, mais de demandes pressantes ou insistantes d'autorités religieuses. Et je crois que l'implication des religieux dans tout ce qui est en train de se produire en ce moment est claire. Et c'est une implication même souhaitable. Parce qu'il y avait une telle crispation des forces politiques, il y avait une telle polarisation des forces politiques que cela était dommageable même pour l'image du pays. On a besoin dans ce pays de retrouver la sérénité et de parler des vrais problèmes du pays, et non pas des conflits de personnes et surtout des querelles politiques. Oui, mais est-ce qu'une amnistie n'aurait-elle pas été plus simple qu'une révision d'un procès? Alors, l'amnistie, c'est assez compliqué. Évidemment, nous, en tant qu'organisation des droits de l'humain, si c'est pour des crimes de sang, on est généralement contre les amnisties, sauf s'il y a procès. Une fois qu'il y a procès, bien entendu, on peut toujours envisager une amnistie. Mais pour ces cas précis, évidemment, les avis sont partagés et nous sommes en pleine discussion au sein de notre organisation c'est ce qui devrait être une position là-dessus. Parce qu'évidemment, si vous adoptez une loi d'amnistie, elle ne peut pas viser une seule personne. La loi d'amnistie doit viser
elle ne doit pas être impersonnelle, elle ne doit pas être la loi personnelle. a une portée générale. Générale, voilà. Oui. Donc vous ne pouvez pas prendre une loi d'amnistie et dire, pour des faits tels que ceux qui sont reprochés à Karim Wade ou à Khalifa Sall, et dire, voilà, cette amnistie est limitée uniquement aux deux. Si vous prenez une loi d'amnistie, ça signifie également, comme l'a dit Maître Babou, qu'elle va couvrir tous les autres actes de mauvaise gestion présumés qui ont été agités ces derniers temps. En l'occurrence, tout ce que nous avons entendu comme allégation contre Alioune Sall, par exemple, serait couvert par cette loi d'amnistie. Et donc, pour cette raison, la loi, évidemment, créera beaucoup de polémiques ici au Sénégal. Mais bon, on sait que chaque fois que l'État veut vraiment prendre des lois d'amnistie, il les a prises. Abdoulaye a pris en 2004 une loi d'amnistie qui est revenue à Genève. Qui a fait l'objet d'un débat, oui, au sein du comité. Du comité. Et l'État a été obligé de préciser que l'amnistie ne couvrait pas certains. Voilà, mais du coup, elle a quand même couvert tout ce qui est lié au meurtre de M. Babacar Seye. Ouais. Elle a couvert tous les crimes qui ont été commis en Casamance, à la fois par les MFDC que par l'armée, dans le cadre de l'insurrection qui est dans cette région. Donc, les lois d'amnistie doivent vraiment faire l'objet des débats nationaux en ce qui concerne leur opportunité. Quelle solution préconiseriez-vous à l'État? Moi, je pense qu'on aurait pu éviter d'être dans ce dilemme si on avait, au moment d'engager ces poursuites, parce que quand même, cela s'est passé très vite dès l'arrivée de Macky Sall au pouvoir, on aurait pu prendre le temps d'écouter beaucoup d'experts avant de s'engager dans la réactivation de la crise et de nous retrouver aujourd'hui dans une impasse. Et la seule sortie de l'impasse nous semble être les préconisations du Comité des droits de l'homme, à savoir aller vers une révision du procès. Amnesty International, par le biais de son directeur exécutif, section sénégalaise, et l'invité de ce jury du dimanche, Seydi Gassama, le Comité sénégalais des droits de l'homme, sujet abordé par l'instance des Nations Unies. Je cite un passage: « Afin de garantir la conformité du Comité sénégalais des droits de l'homme avec les principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme, principe de Paris, préciser les mesures prises par l'État pour, petit a, garantir une sélection transparente et une composition de ses membres assurant l'indépendance de l'institution, et petit b, doter le Comité sénégalais des droits de l'homme des ressources suffisantes pour accomplir pleinement son mandat. » Est-ce que c'est un point de satisfaction pour vous? C'est un point de satisfaction pour nous parce que, évidemment, les réformes du Comité sénégalais sont proposées depuis très longtemps. Dès qu'Alioune Tine avait été nommé à la tête du comité, il a tout de suite engagé la réflexion pour redonner à ce comité son lustre d'antan. Vous savez que le comité s'est retrouvé dans cette situation en partie à cause d'Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade, pendant les 12 ans où il était au pouvoir, le comité était pratiquement boycotté parce qu'il a estimé que pendant sa période d'opposition, qui a été très longue, ce comité n'avait jamais élevé la voix pour le défendre pendant qu'il était persécuté. Donc, il a voulu créer des institutions parallèles au comité et elle s'est retrouvée évidemment dans la léthargie. Elle ne présente plus de rapports, elle ne recevait pas de financement suffisant pour pouvoir faire son travail et elle s'est retrouvée donc en situation de rétrogradation au niveau des Nations Unies. Mais aujourd'hui, l'acquis, c'est que le président du comité je pense qu'il faut sera nommé par les membres du comité. Il faut prendre les mesures qui sied, à savoir d'abord faire en sorte que dans ce comité, on retrouve tous les acteurs du mouvement des droits humains au Sénégal, société civile, État, le secteur privé, la presse, tout le monde doit se retrouver dans ce comité-là. Et qu'évidemment, les commissaires qui seront nommés puissent élire en toute légitimité donc, le président du comité. Je crois que si cela est fait, ça va permettre au pays vraiment de refaire quelques avancées en matière de droits humains. Et si ça va permettre aux ONG de droits humains également d'avoir un interlocuteur, à savoir donc ce comité-là. Donc j'estime que c'est une très bonne annonce et j'encourage évidemment le gouvernement à faire en sorte que l'annonce soit suivie d'actes concrets. Mais justement, que pensez-vous de l'actuel président du Comité sénégalais des droits humains? Nous avons évidemment émis beaucoup de critiques à la suite de sa nomination parce que nous estimions que de tous les comités de droits humains que nous avons connus dans le monde, c'est le seul où on a nommé un homme politique. Membre du parti au pouvoir,
pas seulement un membre ordinaire, mais quand même un élu du parti au pouvoir. Nous l'avons dit et nous l'avons répété, nous n'avons rien contre Maître Sène. C'est un jeune avocat brillant qui peut servir l'État dans beaucoup d'autres stations. Il en a les compétences. Mais le nommer à la tête de cette institution, alors même qu'il exerce des fonctions politiques, n'est-ce pas, présente un très grand risque pour la réputation. Demanderiez-vous son départ aujourd'hui? Je pense que nous ne demandons pas son départ, mais nous pensons que dans le cadre de la remise en œuvre, de la mise en œuvre de toutes les recommandations qui ont été faites pour redonner à ce comité son statut A, il va falloir certainement faire en sorte qu'il y ait à la tête de ce comité une personnalité indépendante. Ce comité a été créé depuis l'époque de Senghor. Jamais on n'a nommé à sa tête un homme politique. Ça a toujours été de hauts magistrats qui ont été nommés à sa tête. Il y a Youssou Ndiaye, que vous connaissez très bien. C'est avec l'avènement de Macky Sall qu'on a nommé un homme politique à la tête de ce comité. Même si par ailleurs c'est un brillant juriste, il reste quand même un homme politique. Et pour cette raison-là, n'est-ce pas, le comité continuera à traîner évidemment le statut de son président comme un boulet. Et il rend d'autant plus de mauvais services au comité que très souvent il adopte des positions qui sont très favorables au pouvoir. L'indépendance qu'on a connue avec Alioune Tine quand il y était, on n'en a plus. Et pour Le plus souvent, il s'attaque aux ONG de droits humains, il les critique, alors qu'il était attendu justement pour ne serait-ce que crédibiliser les efforts de l'État en matière de droits humains, de pouvoir quand même condamner certains actes de violence lors des manifestations. Le problème, ce n'est pas les motivations des manifestations. Le problème, c'est comment la police gère les manifestations. Et c'est cela qui doit être traité par une ONG de droits humains. Si on se met à juger des motivations des uns et des autres dans la commission des actes, on est dans les cours de tribunaux, on n'est plus dans le monitoring de la violation des droits humains. Seydi Gassama, on va essayer d'aller très vite. Il y a d'autres points intéressants aussi dans ce rapport. L'inéligibilité, la pénalisation des délits de presse, ça a été posé, et même également l'homosexualité. Commençons par l'inéligibilité de Karim Wade et de Khalifa Sall aussi. On n'a pas parlé de lui. Cela a été abordé par le comité. Quelle est votre position sur la question? Je pense que les experts du comité sont clairement inquiets du fait que, évidemment, cette condamnation pénale ait entraîné l'inéligibilité de ces personnes. Mais il faut dire qu'au-delà de Karim Wade et de Khalifa Sall, il y a quand même aujourd'hui au Sénégal beaucoup de personnes qui sont dans les liens de la détention et qui jouissent de tout le droit civil et politique. C'est toutes ces personnes, il y a le rapport évidemment a parlé d'environ 4 000 ou 5 000 personnes qui seront en détention préventive, mais toutes ces personnes, ils ont le droit civil et politique. Et pourtant, ils sont privés du droit de vote. C'est vrai que pour ce qui concerne l'éligibilité des personnes en détention préventive, on peut penser que la jurisprudence Khalifa Sall a réglé le cas, puisqu'il avait été autorisé à se présenter aux législatives alors qu'il n'avait pas été condamné de façon définitive. Oui. Donc il y a cette jurisprudence qui ferait que demain, si un détenu veut se présenter à une élection, on ne pourrait pas l'en empêcher. Un détenu, évidemment, en détention provisoire. Ouais. Mais pour ce qui concerne le droit de vote, c'est vraiment un déni d'un droit fondamental des détenus, qui est évidemment commis par l'État du Sénégal. Et aujourd'hui, nous avons d'ailleurs attiré l'attention du dialogue national sur ce déni, en disant, pendant que vous dialoguez sur le processus électoral, pensez aux détenus qui sont des citoyens, qui jouissent de tous leurs droits et qui malheureusement sont privés de ce droit-là. Mais cela ne semble pas être à l'ordre du jour pour le moment, même si je dois reconnaître que certains plénipotentiaires avec qui j'ai parlé ont pensé que c'était vraiment une question qu'il faut prendre en charge. Nous encourageons le dialogue politique à prendre en charge la question du vote des détenus en situation de détention provisoire. Dépénalisation des délits de presse. Le comité souhaite que le Sénégal doit dépénalise des délits de presse et souligne même que c'est une tendance au niveau mondial. C'est une tendance au niveau mondial et il y a beaucoup de pays en Afrique qui ont dépénalisé les délits de presse. Le Sénégal doit le faire. Doit le faire. Mais sauf que le nouveau code de la presse, parce qu'on a suivi aussi la résistance même des députés à l'Assemblée nationale qui n'étaient pas favorables. Oui, vous savez. Que faudrait-il faire puisque le code est déjà adopté? Vous savez, moi j'ai beaucoup échangé avec les députés avant même l'adoption du code. Oui. Chacun invoque sa petite histoire avec la presse.
pour dire que voilà, je ne suis pas d'accord que ce soit dépénalisé. Mais vous savez, les pays où on a dépénalisé en Afrique, est-ce que ces pays ont brûlé? Vous croyez que les journalistes dans ces pays sont plus responsables que les journalistes sénégalais? Ils sont mieux formés que les journalistes sénégalais? Non, il faut aller vers une dépénalisation. Et je pense que si le président voulait réellement cette dépénalisation, on sait le pouvoir d'influence qu'il a sur ses députés. S'il voulait réellement que ce soit dépénalisé, on aurait la dépénalisation. Maintenant, il y a aussi le revers de la médaille, parce que pendant que nous dialoguions avec les députés sur cette question, il semblerait que beaucoup de patrons de presse également n'étaient pas favorables. Il y en avait certains, qui n'étaient pas favorables parce qu'on estime que oui, si évidemment ces délits étaient dépénalisés, les sanctions pécuniaires allaient être extrêmement lourdes et qu'elles allaient évidemment... peuvent même mettre en péril l'entreprise de presse. Là également, je pense qu'il faut faire la part des choses. Vous savez, il y a une jurisprudence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Dans le cas d'une affaire opposant un journaliste burkinabé au procureur général du Burkina. Le journaliste avait, je crois, taxé le procureur de corrompu. Il a été condamné, je crois, 3 ans de prison. Et ses avocats avaient saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est une juridiction panafricaine, dont la jurisprudence s'impose à tous les États membres de l'Union africaine. Et la Cour avait rendu une décision qui non seulement disait que les peines privatives de liberté pour les délits de presse étaient disproportionnées, mais la Cour recommandait qu'en termes de peine, qu'on adopte des sanctions symboliques. Autrement dit, il faut abandonner les délits, les peines privatives de liberté, mais il faut à la place adopter des sanctions pécuniaires symboliques. Autrement dit, si vous avez dépensé 500 000 francs pour payer un avocat et poursuivre Mamoudou Rakan pour un délit de presse, évidemment, Mamoudou serait condamné à vous rembourser les frais de justice. Préserver la liberté du journaliste, mais préserver aussi la pérennité de l'entreprise. Absolument. Est-ce que cela ne pourrait pas aboutir à une sorte de permissivité? Non, je ne pense pas. Vous savez, il faut juste regarder comment ça se passe dans les pays qui ont dépénalisé, y compris des pays africains. Très bien. En tout cas, Seydi Gassama d'Amnesty International se fait l'avocat des journalistes. La question de l'homosexualité, Seydi Gassama, le comité a parlé même de la récente condamnation d'une femme, en tout cas présentée comme étant une lesbienne, mais les membres de la délégation sénégalaise ont précisé quand même que c'était même un délit de séquestration d'une femme mariée que cette dame en question avait commis. Mais n'empêche que la communauté internationale insiste beaucoup sur la question de l'homosexualité. Le gouvernement du Sénégal dit d'ailleurs que ce n'est pas l'homosexualité qui pose problème au Sénégal, mais plutôt la relation contre nature. Mais ma question est de savoir pourquoi la question de l'homosexualité nous poursuit. Est-ce que la communauté internationale, avec l'aide des droits de l'homiste sénégalais, veut tordre le bras au Sénégal malgré son refus systématique d'aller dans le sens d'une dépénalisation? D'abord, il faut signaler que la réponse du Sénégal aux interpellations, que ce soit du Comité des droits de l'homme ou lors de la revue périodique universelle, a toujours été la même. Du temps de Madi Kenyon, du temps de Sidiki Kaba, d'Ismaïla Madior Fall, et également cette semaine. C'est de dire au Sénégal, l'homosexualité n'est pas évidemment pénalisée. Ce sont les actes contre nature. Et dès l'instant que ces actes se déroulent en milieu privé, évidemment, ils étaient couverts par le droit à la vie privée. Ça, c'est toujours la réponse. Maintenant, évidemment, lorsque ces actes sont commis en dehors de la sphère privée, elles tombent également sous le coup d'autres délits. Moi, je pense que aujourd'hui, le Sénégal est dans un dilemme. Faire en sorte que, parce que les droits des homosexuels, ce n'est pas simplement le droit d'avoir des rapports contre nature. Il y a tout un ensemble d'autres droits, y compris le droit à l'intégrité physique. Dans nos quartiers aujourd'hui, on a une justice expéditive. Dès qu'on vous soupçonne d'être un homosexuel, on vient, on s'attaque à vous, on vous lynche. Et cela est extrêmement dangereux, c'est des dérives extrêmement dangereuses. Donc, il faut arriver, parce qu'évidemment... oui, mais pour la clarté des choses, quelle est votre position, vous? Écoute, notre position, c'est que... c'est une position évidemment de tout le mouvement des droits humains aujourd'hui, c'est que lorsque des rapports sexuels évidemment se passent dans la sphère privée, cela ne doit intéresser personne. Alors,
que quelqu'un s'enferme dans sa maison, ce qu'il fait dans sa maison, dans sa chambre, ne m'intéresse pas en tant que citoyen. C'est sa vie privée. Il n'intéresse pas également l'État. Très bien. Je pense que même nos religions révélées. Mais c'est quoi le problème alors? C'est quoi le problème alors pour que la communauté internationale demande toujours avec insistance? On a vu même des chefs d'État étrangers de grandes puissances venir au Sénégal pour réclamer cette dépénalisation. Est-ce que vous épousez ces positions? C'est une tendance. Est-ce que vous épousez ces positions? J'ai une réponse à cette question. Oui. Vous savez, en ce qui concerne, j'ai toujours dit que nous travaillons sur la base des instruments internationaux de protection des droits humains. Les conventions signées et ratifiées par le Sénégal sont ces conventions qui lient le Sénégal. Et c'est sur la base de ces conventions que nous demandons à l'État de prendre des mesures. Alors, si vous prenez le mariage, par exemple, homosexuel, le mariage entre personnes de même sexe, aujourd'hui, vous ne trouverez dans aucun instrument international où on parle de mariage de personnes de même sexe. Prenez la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle parle de mariage entre l'homme et la femme à l'âge nubile. Donc, et récemment, quand Ramayad a essayé d'introduire au niveau des Nations Unies un texte, n'est-ce pas, allant dans le sens d'élargir ses droits, le texte n'a pas pu prospérer devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Mais allons-y. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des droits pour lesquels tous les États sont liés, il y a des droits pour lesquels certains États choisissent de légiférer. Évidemment, les États qui accordent ce mariage homosexuel vont tout faire pour promouvoir ce droit au niveau international. Mais le Sénégal n'a aucun instrument juridique international qui le contraigne aujourd'hui à pouvoir autoriser le mariage gay. En ce qui concerne les gay pride également, je pense que dès l'instant que ces gays peuvent entraîner des troubles à l'ordre public, l'État du Sénégal est fondé à dire je n'autorise pas de gay pride. Vous comprenez la position de l'État du Sénégal, vous, tant qu'elle n'enfreigne pas à la vie privée des gens. Nous pensons que c'est des mesures raisonnables parce que malheureusement, on ne peut pas aller plus vite que son peuple. Oui. On ne peut pas aller plus vite. Mais pourquoi vous ne défendez pas cette position devant aussi les instances internationales? Mais vous savez, en matière de droits humains, ce qu'on demande aux gens, c'est de ne pas faire moins. Mais s'ils veulent faire plus, on les laisse faire. Donc c'est à l'État du Sénégal de savoir s'il veut faire plus dans ce domaine-là. Mais pour les droits de l'homme... Ce que nous ne voulons pas, c'est qu'ils fassent moins. Faire moins, ça signifie aller défenestrer, détruire évidemment des fenêtres, détruire des portes pour voir ce qui se passe dans les chambres. Je vais en terminer. Est-ce que la dépénalisation de l'homosexualité ou de la relation contre nature est une exigence des droits de l'hommiste sénégalais? Je ne fais pas moi de campagne pour qu'il en soit ainsi. Je ne fais pas de campagne. En ce moment, en tant qu'Amnesty Sénégal, ce n'est pas dans notre agenda de travailler au Sénégal pour obtenir évidemment la dépénalisation. Vous êtes Amnesty International Sénégal, Seydi Gassama, et vous êtes l'invité du jury du dimanche. Ce qui se passe autour de nous vous intéresse également. La Guinée, d'autant plus qu'il y a des questions sur ce sujet. On y reviendra tout à l'heure. Mais ma question à moi, c'est quelle est votre réflexion par rapport à ce qui se passe en Guinée, des manifestations, on parle d'une dizaine de morts, manifestations contre un troisième mandat du président Alpha Condé, on lui en prête l'intention en tout cas. Amnesty International en pense quoi? Nous sommes très préoccupés par ce qui se passe en Guinée, très préoccupés par les atteintes graves aux droits et libertés en Guinée. La liberté de manifester est consacrée par la constitution guinéenne. Le gouvernement ne peut pas, n'est-ce pas, empêcher aux citoyens guinéens d'exercer ce droit. Si le président Alpha Condé pense que la majorité des Guinéens sont avec lui, qu'il laisse évidemment ceux qui sont contre son troisième mandat manifester de façon pacifique. Mais déployer des milliers de membres de forces de sécurité, y compris des militaires qui ne sont pas formés pour le maintien de l'ordre, pour évidemment réprimer des manifestations pacifiques, est totalement inacceptable. À côté des morts, 5 ans de prison requis contre 7 manifestants, une relaxe pure et simple pour un 8e manifestant, les poursuites judiciaires contre des personnes qui appellent à des manifestations pacifiques sont également inacceptables. Et nous demandons à ce que toutes les charges retenues contre ces personnes soient évidemment abandonnées et qu'ils puissent recouvrer rapidement leur liberté. Nous demandons également à ce que
les dirigeants politiques qui sont séquestrés puissent évidemment retrouver rapidement leur liberté. Oui, l'opposant Cellou Dalein Diallo a dit qu'il était séquestré chez lui. Il faut que cela s'arrête. Est-ce que vous avez vérifié, c'est crédible? Oh, mais c'est crédible, vous savez, nous n'avons pas besoin d'être en Guinée pour savoir ce qui se passe dans ce pays. Sidya Touré avait dit qu'il a été séquestré, Cellou a dit qu'il a été séquestré. Dans tous les cas, s'il n'était pas séquestré, on les aurait vus parmi les manifestants. Ce sont des gens extrêmement courageux. Le 28 septembre, malgré toutes les forces que Dadis avait déployées pour réprimer les manifestations, Sidya était là, Cellou était là. Donc s'il n'était pas séquestré, il serait certainement parmi les manifestants. Donc il faut que Alpha Condé comprenne qu'il doit respecter le droit des Guinéens de manifester. L'Algérie le fait déjà depuis plusieurs mois. On nous aide les citoyens à manifester tous les vendredis, même s'il y a quelques arrestations de personnes qui soulèvent des drapeaux berbères. Mais on constate que de plus en plus dans des pays du Maghreb, on est en train de prendre l'avance par rapport aux pays africains en ce qui concerne le respect de certains droits et libertés, y compris le droit de manifester. Donc nous exigeons que toutes les personnes arrêtées en ce moment soient libérées immédiatement et sans condition. Nous exigeons que, évidemment, la séquestration de leaders politiques prenne fin rapidement et que le gouvernement respecte le droit des Guinéens de manifester de façon pacifique. Au-delà des déclarations, Lamine Ba vous dit que compte faire amnistie pour arrêter le massacre, c'est son propre mot, en cours en Guinée. Évidemment, nous interpellons les organisations nationales et internationales, à commencer par la CEDEAO. Vous savez, malheureusement, aux Nations Unies, dans l'espace international maintenant, ce que nous observons, c'est qu'on laisse d'abord les organisations sous-régionales se saisir d'un problème. C'est ensuite que les organisations sous-régionales portent l'affaire au niveau de l'Union africaine. Et ensuite l'Union africaine au niveau des Nations Unies. C'est comme ça que ça s'est passé avec la crise gambienne et que ça s'est passé pour toutes les crises en Afrique de l'Ouest. Donc il faut que la CEDEAO puisse se prononcer clairement par rapport à ce qui se passe en Guinée. Et dise clairement Alpha Condé que le massacre, les violations graves des droits humains des Guinéens doivent s'arrêter rapidement. Rapidement. Et que le troisième mandat ne doit pas être un mandat contre la volonté du peuple. Justement, c'est ce qui a mis le feu aux poudres, les changements constitutionnels. Cela est valable en Guinée, cela est valable aussi dans d'autres pays africains. On soupçonne également d'autres chefs d'État du continent d'avoir cette intention. Commentaire. Moi, j'estime qu'un chef d'État qui a bien travaillé, au bout de 2 mandats, est fatigué et veut partir. Un chef d'État qui a réellement travaillé pendant 2 mandats, il a envie de partir. Donc, les chefs d'État ne partent pas soit parce qu'évidemment ils traînent des casseroles, soit parce qu'évidemment il y a l'entourage qui le fait croire que vous êtes une personne indispensable. Il faut que Alpha Condé comprenne qu'avant lui, Sékou Touré était considéré comme une personne indispensable pour beaucoup de Guinéens. Il est mort et la Guinée a continué. Lansana Conté, c'était la même chose. Beaucoup de gens de sa communauté pensaient qu'il était indispensable. Il est mort. Et la Guinée a continué à vivre. Donc la Guinée continuera à exister après Alpha Condé. Donc il faut qu'il sache partir par la grande porte. Aujourd'hui, il a beaucoup de mérite, il a beaucoup lutté pour que la démocratie puisse s'instaurer en Guinée. Il ne faudrait pas qu'il dilapide tout ce capital-là en cherchant coûte que coûte un 3e mandat dont il n'est même pas sûr d'avoir. Même si on l'avait autorisé à se présenter, on n'est pas sûr qu'il l'aura si des élections libres, démocratiques étaient organisées en Guinée. Merci, Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty International. Il était l'invité du jury du dimanche, présenté par Mahmoud Ibra Kane, à la technique Aliou Diassé, Mas et son équipe pour le compte d'ITV. Immédiat SN qui vous fera le compte rendu de cette émission avec la complicité de Djeba, les réseaux sociaux, Birampoui et Binta Alexandra Ndiaye. E-Radio a eu 1 an le 18 octobre dernier. Joyeux anniversaire à vous, chères auditrices et chers auditeurs. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.